La différence entre le PER individuel et le PER collectif, c'est que généralement le PER collectif, c'est mis en place dans ton entreprise. Alors que le PER individuel, il va être proposé par ta banque ou ton conseiller en investissement financier. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui va être la réduction d'impôts, mais comme vous avez vu dans la saison 1, on parlait de réduction d'impôts au travers de l'immobilier. Et cette fois-ci, on va parler de réduction d'impôts à travers des produits financiers. Et je reçois, vous les connaissez déjà, du coup, Novalia Patrimoine. Maxime Lartigou, salut Maxime. Bonjour. Et Léonard Fontaine, vous avez bien aimé leur épisode sur l'immobilier défiscalisation, donc je me suis dit, on va les rappeler pour parler cette fois-ci de défiscalisation financière, donc sans avoir besoin de passer par un crédit, simplement avec de l'épargne. Donc on va attaquer l'épisode dans quelques instants. Quelques précautions oratoires, les classiques, si on parle de performance, on parle évidemment de performance passée et pas de performance future. Une performance importante nécessite en parallèle un risque important. Donc cet épisode va être une première partie sur la défiscalisation financière. Et on parlera d'autres produits dans une deuxième partie, notamment tout ce qui est jardin industriel et groupement forestier, qui permettent également de la réduction d'impôts. Donc là, on va attaquer avec un produit qui est peu sexy, mais on va essayer de le rendre un peu sympathique, qui est le PER. Je vous laisse définir PER, le sigle. Bon, effectivement, c'est pas très sexy. En général, il y a peu de youtubeurs qui parlent de PER. Effectivement. Tu m'assimiles à un youtubeur. T'as deux vies. Hein, il y a la vie du CGP, okay. La vie du youtubeur. Vas-y, je le prends bien. Ou du podcasteur. Hein, ouais, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Non, mais j'ai aucune... Continue. Et du coup, donc, ça a été instauré par la loi Pacte 2019. Mais ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Je sais pas si tu as dû le remarquer aussi de ton côté. Hein, ça s'est mis en place en 2020. Bon, 2020 qui était une année un petit peu spéciale. Donc ça s'est mis en place plutôt aux alentours de l'été 2020. Sûr qu'avant, on ne pouvait pas trop en souscrire. Et ça vient moderniser, dépoussiérer ce qu'on avait avant. Hein, donc PERP, Madelin... Alors, plan épargne retraite. Voilà, tout ce qui était les plans d'épargne retraite. Le PER, c'est un contrat... Populaire pour le PRP. Exactement, et les autres plans qui étaient des plans pour destinés à des TNS. Voilà, des professions salariés. Ouais. Exactement, professions libéraux, chefs d'entreprise. Voilà. Oui, on est attaqué directement, mais effectivement, si vous voulez connaître Novalia Patrimoine, je vous invite à regarder le premier épisode où vous avez la présentation du cabinet et vos parcours respectifs. Donc voilà, un plan épargne retraite. Donc est-ce que du coup on entend souvent parler quand on fait les audits où les clients doivent souvent avoir leur département de ressources humaines pour les salariés qui leur parlent de plan épargne retraite collectif, le fameux PERCO. Et est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre le PERCO donc, et le PERIN? C'est-à-dire qu'un PER, un plan d'épargne retraite individuel, que
qu'un épargnant souscrit directement soit en ligne ou soit avec un CGP comme nous, un CIF, un conseiller en investissement financier, soit en ligne, soit directement avec sa banque. Est-ce que tu peux, Maxime, tu continues ou Léonard? Écoute, la différence entre le PER individuel et le PER collectif, c'est que généralement le PER collectif, c'est mis en place dans ton entreprise. Alors que le PER individuel, il va être proposé par ta banque ou ton conseiller en investissement financier. La grosse différence, ça va être du coup les supports aussi, parce que dans le PER collectif, tu auras moins de supports disponibles que dans le PER individuel, et éventuellement le conseil, même si de plus en plus d'entreprises aussi font appel à justement des conseillers en investissement financier ou à des sociétés pour coacher leurs salariés par rapport au placement de leur PER collectif. D'accord. Vas-y. Ouais, je voulais juste prolonger. Sur le PER collectif, tu as deux PER collectifs. Tu as le PER entreprise, tu as deux PER collectifs. Tu as le PER collectif et le PER obligatoire. C'est l'ancien article 83. Peut-être que les auditeurs connaissent. C'est le versement obligatoire de... pas un agent général. Je pense que personne ne connaît, mais continue. C'est les versements obligatoires de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu à part. Et sur le PER collectif, on peut aussi mettre intéressement et participation. Donc ça, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Et parfois, il y a des abondements aussi de l'entreprise. Donc là, autant en profiter, même s'il y a peu de fonds par rapport à un PER individuel. Donc, est-ce qu'on peut dire de manière un peu caricaturale que PERCO, c'est plutôt l'employeur qui va verser, tandis que PER individuel, c'est l'épargnant qui va peut-être compléter son PERCO s'il trouve que son employeur est un peu radin sur les versements. Ok. Donc, clairement, il y a un avantage fiscal. Est-ce qu'on rentre dans la technique? Et là, je vais vous demander de bien ouvrir vos oreilles parce que c'est assez complexe. On va essayer de le simplifier au max. Donc, qu'est-ce que je gagne en termes de réduction d'impôts à investir dans un PER? Alors, effectivement, c'est complexe, mais ça peut être très simple. En gros, le PER est bloqué. Ça, c'est la contrepartie. Et en contrepartie... Jusqu'à quand il est bloqué? Théoriquement, jusqu'à la retraite. D'accord. Mais vous avez des conditions de déblocage. On va les voir. On va voir. Heureusement, c'est pas bloqué forcément jusqu'à la retraite. Mais en contrepartie de ce blocage, en réalité, c'est un tunnel jusqu'à la retraite. En contrepartie, le fisc, donc l'État, vous donne la possibilité de faire une déduction d'impôt. Alors, qu'est-ce que c'est une déduction d'impôt? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler de réduction d'impôt. Je te propose de faire un peu de pédagogie, définir ce que c'est une réduction d'impôt, une déduction d'impôt et un crédit d'impôt. Exactement. Donc, on va pas faire un cours de fiscal, mais la déduction d'impôt, ce qu'il faut retenir, c'est simplement une déduction sur votre salaire. Donc, ça va faire mécaniquement baisser votre impôt, mais c'est en dehors des niches fiscales. Donc ça, c'est l'avantage. Et c'est pas pareil pour tout le monde, parce que forcément, plus vous avez de l'imposition, plus vous êtes sur une TMI importante, plus vous avez, in fine, avec la déduction, une réduction d'impôt importante. Sur la réduction d'impôt, c'est directement ce qu'on retire à votre impôt. Voilà, je paye 5 000 € d'impôt par an, j'ai 4 000 € de réduction d'impôt, à travers la loi Pinel, à travers d'autres choses, j'ai plus que 1 000 € d'impôt à payer. Donc ça, très simple. Mais si je paye 5 000 € d'impôt et j'ai 6 000 € de réduction d'impôt, j'aurai 0 € d'impôt. Je perds 1 000 € de réduction. C'est là où intervient le crédit, qui est le dernier ressort. Le crédit d'impôt, vous avez un remboursement du fisc, donc un chèque du fisc si votre impôt arrive à 0. D'accord. J'étais clair? Oui. Et du coup, mettons sur le PER, on fera un petit calcul. Voilà. Sur le PER, si mettons j'efface plus d'impôts que j'en ai réellement, est-ce que je reçois un crédit d'impôt? Du coup, non. Non, donc on n'est pas dans cette règle-là, pour bien préciser. Donc ça veut dire que l'investisseur devra faire attention au montant d'impôt qu'il peut réellement effacer. Il ne peut pas aller au-delà. Exactement, et tu sais également qu'on peut choisir lors du versement que le versement ne soit pas un versement déductible. Donc c'est possible aussi d'investir sur un PER et de ne pas demander la réduction d'impôt, donc potentiellement ne pas être refiscalisé à la sortie. D'accord, ok, il faut voir ça. Pourquoi? Je vais raconter un petit peu, et c'est souvent le cas, l'histoire familiale. C'est que
je vais taper sur les experts comptables que j'aime beaucoup parce qu'ils m'envoient des dossiers. Alors, on se désolidarise. Et voilà, vous aussi, vous voulez toujours avoir les dossiers des experts comptables. C'est qu'en fait, et c'est là l'intérêt je voudrais faire un épisode sur ça, d'avoir une vision différente. Souvent, on nous confond expert comptable, notaire, gestionnaire de patrimoine, avocat fiscaliste. Et quand on va on pose une problématique à un de ces professionnels, on a souvent une vision différente qui est liée à notre background et voilà. Et pour la petite histoire, mon père, qui est donc dentiste, a forcément un Madelin comme toutes les professions libérales, et il demande à son expert comptable s'il peut verser, où c'est qu'il en est, et on lui explique qu'il a quasiment tout mangé son enveloppe, quoi. Et l'expert comptable lui dit oui, mais c'est un produit d'épargne, vous pouvez aller au-delà de la somme déductible. Beau conseil. C'est là où justement l'expert comptable a un petit peu empiété sur les plates-bandes d'un conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est, ok, je comprends ton argument Léonard de dire que tu peux verser un peu plus, quitte, et on va voir comment on est fiscalisé sur la rente plus tard. Tu peux verser un peu plus, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu rester au montant du disponible fiscal pour réallouer et vous proposer notamment de l'assurance vie, ce surcoût d'épargne possible sur un autre support qui, lui, est liquide, contrairement à l'épargne retraite, et en plus, dans l'aspect global du dossier, qui est le dossier parental, j'ai un revenu de 1 à 10 entre mon père et ma mère. Donc, en cas de décès, il aurait peut-être fallu plus de liquidité pour le conjoint survivant. Là, je suis désolé, on rentre dans une discussion entre professionnels. On va revenir quelque chose, mais voilà, c'était pour revenir sur cette petite parenthèse. Ah, mais tout à fait, hein, je l'ai juste précisé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres supports qui sont moins engageants que le PER, quitte à ne pas prendre de réduction d'impôt, autant aller sur un contrat d'assurance vie ou autre. D'accord. Peut-être une petite précision sur la déduction d'impôt, sur le PER. On ne peut pas mettre ce qu'on veut. Hein. C'était ma question, c'est quel est le montant et comment tu calcules tout ça? Alors, pour le coup, c'est très simple. Le montant, c'est 10% de votre salaire maximum par an que vous pouvez mettre sur un PER, sauf que vous pouvez évidemment utiliser les 3 derniers plafonds non utilisés. D'accord. Le plus simple, c'est de voir sur la feuille d'impôt. Hein, vous avez dans information complémentaire, vous avez plafond retraite, on ne regarde pas forcément. C'est le dernier feuillet. Voilà, le dernier feuillet. Feuille 4 pour ceux qui exactement. ont souvenir des déclarations en papier. Oui, on peut la télécharger sur Internet. Du coup, quand tu dis 10% du revenu, c'est du revenu brut, net? C'est du revenu global, hein, effectivement. D'accord, imposable. Voilà, imposable. Et on peut utiliser les 3 dernières années. Quand je disais les 3 dernières années, c'est que du coup 3 dernières années plus année en cours. Donc ça fait quand même une année. 4. Ça fait 4 en réalité. Et donc pour les conjoints, hein, les 2 conjoints peuvent, si vous êtes pacsé ou marié, vous pouvez cumuler. Effectivement. Et les enfants ont également un plafond qui leur est propre. D'accord. Cumulable. Du coup. Cumulable, on peut cumuler toute la petite famille. Aussi, voilà, qui correspond, on rentre dans la technique, hein, mais à 10% du PAS, hein, qui est le plafond de la sécurité sociale. Du coup, cette idée de cumuler, ça va être dans les situations où, par exemple, il y a une augmentation subite de l'impôt qui est peut-être liée à une prime, à une vente de société ou des dividendes pour les chefs d'entreprise, et que là, on peut utiliser un petit peu sa cagnotte antérieure où on avait peut-être moins d'impôts à la base pour venir un petit peu optimiser la fiscalité de cette année qui va être exceptionnelle. Alors, il y a effectivement ce que tu viens de dire, mais il y a aussi souvent, hein, ça c'est ce qu'on voit dans la plupart des cas, des personnes qui ne savent pas du tout à quoi correspondent ces fameux plafonds derrière leur feuille d'impôt et qui n'ont même pas commencé à effectuer de versement. Donc là, on a un beau rattrapage à effectuer, puisqu'en général, c'est des personnes qui ont quand même au moins une TMI à 30. Alors, donc on peut y aller pour défiscaliser la première année de façon assez large. TMI, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tranche marginale d'imposition. À ne pas confondre avec, bien sûr, la fiscalité française est tellement bien faite qu'on parle d'un autre TMI. Un TMI et une TMI qui n'est pas la même chose. Une TMI, comme tu viens de le dire, Léonard, c'est une tranche marginale d'imposition. Un TMI, c'est un taux moyen d'imposition. Pour expliquer c'est très simple en France, hein, c'est vraiment... Voilà, pour expliquer un petit peu, votre taux moyen d'imposition, c'est simplement l'impôt que vous avez payé aux impôts divisé par votre revenu. Tandis que votre tranche marginale, elle va être déterminée, ça va être par le dernier revenu que vous avez perçu.
la dernière tranche, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, sur 2022, on parle de 11%, 30, 41, 45. Exactement. C'est ça. Donc on parlait un petit peu en off, savoir si on rentrait ou pas dans les détails. Moi, ça m'intéresse parce qu'il y a quand même des professionnels qui vendent ça un peu n'importe comment. Le vrai sujet, vous l'évoquiez, c'est que l'argent est bloqué à la retraite. Donc certes, c'est génial, on a de la réduction d'impôts, mais il faut faire attention et toujours dans cette approche globale de votre patrimoine et pas dans une approche produit, c'est avoir une vraie stratégie et c'est pour ça qu'on va partir sur un PER. Mais dans l'approche globale, c'est se dire que pourquoi jeune, on bloquerait de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, mettons, si je veux acheter ma résidence principale, un jeune peut débloquer ce PER? Il y a des cas de déblocage, mais c'est vrai que c'est important ce que tu disais. Souvent, c'est vendu simplifié à l'extrême. Et au final, c'est vrai que quand tu simplifies à l'extrême... Vous en avez marre de payer l'impôt. Voilà, vous réduction mettez... d'impôt, vous avez la réduction d'impôt 30% parce que c'est une tranche qui est énorme. Donc en général, on dit 30%. Mais Avant de me répondre sur la résidence principale, je vous propose peut-être de faire un calcul maintenant, et notamment l'effet de tranche qui est important, où les gens vendent un peu n'importe comment. Donc concrètement, je mets 10 000 euros, j'ai une tranche marginale à 41, est-ce que j'efface forcément 41% de 10 000, c'est-à-dire 4 100? Alors non, je laisse Léonard sortir la calculette. Tout dépend de où tu te situes justement dans la tranche à 41, étant donné que le barème de l'impôt sur le revenu est progressif. Du coup, si tu te retrouves, tu parlais d'injecter 10 000 euros, hein, c'est bien ça. Oui. Si tu te retrouves à 5 000 euros dans la tranche à 41 et que tu mets 10 000, du coup, tu auras 41% de réduction d'impôt sur 5 000 euros, effectivement, excusez-moi. Et sur 5 000 euros, tu auras également 30%. Donc, tu vas avoir un taux de réduction d'impôt moyen qui sera inférieur à 41%. On sera plus autour de 35-36%. Ça me fait penser à un sketch des Inconnus que je vous mettrai, notamment où il parle de bourse et de... Ça doit être très compliqué à l'oral à comprendre. Simplement, pour vous donner une tranche d'idée, c'est qu'on a à peu près, je crois, de tête, j'ai pas vérifié sur 2022, mais 72 000 euros net pour un célibataire. C'est là où il va passer à la tranche à 41. C'est ça, ça à peu près. Enfin, mais la tranche est énorme parce que ça commence à 25 000. Donc, non, la tranche à 30 commence à 25 000, mais la tranche à 41, c'est au-dessus de 72 000. Donc, dans le cas où là, j'ai un client qui, on va dire, gagne 76 000 euros net par an, veut mettre 10 000 euros pour sa réduction d'impôt, il va réduire à 41 de 72 à 76, d'accord, ce qui dépasse. Donc 4 000 seront réduits à 41%, alors que les 6 000 suivants seront, eux, réduits qu'à la tranche de 30. Donc, on va avoir une défiscalisation qui va être moins importante. Et peut-être se concentrer, un vrai conseil patrimonial, c'est peut-être de dire à un client, défiscaliser que 41% parce que c'est très puissant en termes de défiscalisation. Par contre, les 6 000 qui restent, peut-être trouver une solution alternative. Tout à fait, quoique même la tranche à 30 reste intéressante. Et il ne faut pas oublier quand même que le... C'est surtout la tranche à 11 où ça sert plus à rien. Voilà, la tranche à 11 où, si tu ne payes pas d'impôts, je pense que c'est clair que ça ne sert à rien de placer dans un PER parce que ça t'engage quand même jusqu'à l'achat de la résidence principale ou jusqu'à la retraite, alors que tu pourrais aller sur un autre support. Il faut bien comprendre les conditions de sortie. C'est vrai là on parle de résidence principale, mais c'est vrai qu'on n'a pas expliqué les conditions de sortie. Pour le coup, la tranche à 11, ça n'a aucun intérêt parce que le blocage est beaucoup trop contraignant pour la contrepartie qu'on a. Voilà, c'est ça. Donc, conditions de déblocage, il y a, à part la retraite, évidemment, il y a deux grosses conditions, ce qu'il faut comprendre. Il y a l'achat de la résidence principale. Donc ça, c'est le cas sympathique. Donc on achète une résidence principale. On débloque cet argent. Par contre, attention, il faut que ça soit vraiment pour l'apport, c'est pas juste on achète une résidence principale, du coup on peut débloquer. Il faut prouver évidemment que ça soit. D'accord, que les fonds sont destinés à un apport, voilà, et qu'on va vraiment acheter quelque chose, ça c'est sûr. Une fois qu'on débloque, par contre, la contrepartie, c'est que vous avez une refiscalité, c'est-à-dire que sur ce que vous avez gagné, flat tax traditionnelle à 30%, sur le capital que vous avez mis, vous avez une fiscalité, c'est-à-dire que vous êtes réimposé à l'impôt sur le revenu. Donc concrètement, ce que je gagne à l'entrée, je le perds à la sortie si
je suis sur la même tranche C'est ça, de 30. exactement, mais il faut quand même prendre en compte que cet avantage fiscal que vous avez, la tranche à 30 par exemple, vous avez quand même 30% d'avantage. C'est comme si cet effet de levier fiscal, c'est comme si vous placez ces 30%. Donc sur un temps assez long, au final, vous avez quand même l'effet de levier des marchés financiers sur ce pourcentage-là. C'est le seul produit aujourd'hui en France où tu peux placer ta réduction d'impôt, le PER. Oui, ta réduction d'impôt travaille sur les marchés financiers. Oui, attention, là on parle entre professionnels. On sait tous que beaucoup de clients, je ne vais pas les nommer, se disent chouette, je paie moins d'impôts, donc je vais faire une semaine de plus au ski, voilà. C'est-à-dire que cette réduction d'impôts qu'on va avoir, il ne faut pas la consommer, faut la réinvestir. C'est-à-dire que voilà, d'habitude je payais 10 000 € d'impôts, j'en paie plus que 5. Donc, ça veut dire que j'ai 5 000 à placer de manière supplémentaire sur de l'épargne ou même sur ce produit-là. Il y a un autre effet aussi. C'est si on prévoit d'acheter sa résidence principale dans 2 mois, vous n'allez pas mettre ces sommes sur un PER. C'est bête, mais ça arrive. On connaît des personnes à qui ça oui, déjà arrivé. Oui, parce que très peu de professionnels communiquent sur la refiscalité. La taxation à la sortie. C'est ça, il faut le dire. Donc ça, c'est pour le cas résidence principale, donc le cas sympathique quand même si vous avez une refiscalité, c'est sympa. Après, il y a accident de la vie. Alors là, pour les accidents de la vie, forcément, on souhaite à personne, mais c'est décès, invalidité, arrêt de l'allocation chômage, surendettement, tous ces cas-là qui sont très réjouissants. Ce qui est bien, c'est qu'il vous arrive un malheur, vous pouvez sortir l'argent. Cette fois-ci, l'argent est sorti sans fiscalité. Voilà, la seule fiscalité que vous payez, c'est les prélèvements sociaux sur la plus-value. Donc là, il n'y a pas de fiscalité pour le coup. Donc, pour prendre un petit exemple, j'ai versé 10 000. Voilà. J'ai gagné 2 000 d'intérêt. Voilà. Donc, j'ai une enveloppe de 12 000, 10 000 plus 2 000. Je vais payer des prélèvements, pas d'impôts, pas d'impôts. Des prélèvements sociaux. De 17,2, du coup, CSG, 17,2% sur les 2000. Exactement. Ok. Et j'ai eu ma réduction d'impôts en fonction de ma tranche, comme on a vu précédemment. Donc, ce qui est bien, c'est que ça sert du coup d'assurance en cas d'accident de la vie. Et ça pour le coup, ça peut valoir le coup si on est marié, si on a des enfants, etc. Je ne veux pas vous poser une colle et vous mettre en difficulté, mais je m'interroge parce que oui, pour dire, on propose nos 2 cabinets ce type de produit, mais là, pour que ça soit un peu intelligible, je pose des questions comme si je ne connaissais pas vraiment le produit. J'essaie de faire le meilleur acting possible. Mais voilà, mais là, il y a une question qui, en discutant, me vient en tête. C'est sur le chômage, je n'ai pas vérifié, c'est fin de droit au chômage. Fin de droit au chômage. Peu importe si, on va dire, ton chômage a été négocié et avec un employeur complaisant. Je pars dans la complexité, là, mais globalement, oui. C'est fin d'allocation chômage. Ok. Fin des revenus du chômage. C'est pas quand tu es en chômage, dès que tu arrêtes. Non, oui, je dis ça pour les petits malins qui écoutent et qui se disent effectivement, j'embrasse un copain qui a pris un joli PSE récemment. Voilà, donc je lui ai pas proposé de père, mais s'il avait eu un père, peut-être que c'était l'occasion de le sortir, après, de prendre quelques vacances. C'est pas des milliers et des cents non plus, c'est 10% de ton salaire, etc. Oui, donc ça dépend combien t'as mis, quoi. C'est pas la fraude à la TVA. Non, mais proportion gardée, quoi. Ça dépend à combien t'as versé. Ok, donc on a fait le tour sur les conditions pour sortir. Pour sortir, je pense qu'on a fait le. Donc décès. Donc, du conjoint. En gros, accident de la vie, quoi. Et surendettement. Tout ce qui est réjouissant, quoi. Et achat de la résidence principale. C'est les deux conditions de sortie en cas de vie. Ce qui m'amène aussi à une réflexion. Bon, je pense qu'on l'a tous maintenant. Il y a pas mal d'articles là-dessus. Mais l'ouverture d'un PER pour les enfants. C'est vrai que quand on conseille nos clients de faire ça, j'imagine que tu as les mêmes réactions, toi comme nous. Au début, ça prête à sourire. Un plan d'épargne retraite pour mon fils de 9 ans. Sauf que les enfants ont leur propre plafond. Donc, c'est les parents qui ont la réduction d'impôt, comme ils sont dans le même foyer fiscal. Et ça permet aussi de donner de l'argent à ces enfants pour l'achat d'une résidence principale, d'apport, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi à 18 ans. Et vous avez une réduction d'impôt de base. Donc ça peut valoir le coup d'ouvrir des PER
pour des enfants, sur des la enfants résidence mineurs. principale, ouais. Exactement. Sachant qu'effectivement, le vrai sujet, et ça c'est un classique dans nos métiers, c'est les parents qui ouvrent des comptes au nom des enfants, qui versent, et qui au final, l'enfant a 18 ans, au lieu de gentiment faire HEC comme avait prévu papa-maman, il dépense tout, il va à Pattaya en boîte de nuit. avec l'argent. Ok. Mais il y a petite précision quand même pour ceux qui nous écoutent, ça peut intéresser. Faut faire attention de ne pas être requalifié en donation quand on fait ça. Donc si les sommes sont importantes, faut déclarer en présent d'usage. Vous savez, c'est les cadeaux qu'on peut faire aux anniversaires, à Noël, etc. Et vous avez le droit de donner un peu plus de 31 000 euros de liquidité aussi tous les 15 ans, en plus des fameux 100 000 euros d'abattement sur les donations. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, mais il faut faire attention quand même. De prendre le CERFA au centre des impôts ou sur le site des impôts et remplir le CERFA. Et de se faire accompagner par un bon CGP aussi. Exactement, pour ne pas faire d'erreur. Oui, donc au tout début, tu parlais de Madelin, PERP, qui sont les ancêtres du PER, où on a un petit peu simplifié tout ça avec le PER. Le gros problème que moi je voyais sur le PERP et le Madelin, c'est que tu ne pouvais sortir qu'en rente au moment de ta retraite. Et on a des clients souvent jeunes, mais également qui sont dans cette situation-là, et qu'on s'aperçoit qu'à la retraite, on a plus envie de capital que de rente, parce qu'on veut acheter l'appartement à la mer ou à la montagne dont on a rêvé, faire des voyages. Tu parlais de donation, d'aider les enfants qui sont peut-être en cours d'achat de résidence principale, et que la rente, forcément, c'est compliqué. Aujourd'hui, sur le PER, tu sors toujours qu'en rente ? Alors ça c'est le gros changement, comme tu dis. On peut sortir totalement en capital maintenant. Donc ça évite ce phénomène de rente viagère où au final, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop combien on va avoir. Qui était calculé, toujours si vous voulez. Vous pouvez également sortir en rente, mais qui est calculé sur une table de mortalité. Qui en général est peu compréhensible pour les clients. Alors après, petite précision, c'est ce que tu veux dire, mais petite précision, à la retraite, l'argent est fiscalisé aussi, même en capital. On va parler de tout ça, effectivement. Voilà, donc faut pas sortir. C'est la grosse limite que je vois au produit. Voilà. Si vous sortez tout d'un coup, vous allez sauter de tranche, alors là c'est ridicule et c'est n'importe quoi. Tu voulais, Maxime, rajouter quelque chose ? Léonard, du coup. Léonard. Non, il n'y a pas de souci. Non, du coup, c'est vrai que ça peut être très intéressant de transférer son ancien PERP vers le nouveau compartiment PER, justement, pour pouvoir bénéficier de la sortie en capital et non pas en rente. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une astuce. C'est possible. T'as des frais, on va parler des frais qu'on souscrit à un nouveau PER, mais là, tant que j'y pense... Les frais de transfert ? Alors, les frais de transfert, ils peuvent être nuls, comme de l'ordre de 1-2%. Ça dépend des assureurs, après. Ça dépend des assureurs. Ça dépend des assureurs. Alors, ça peut pas excéder 1% maintenant. Ça a été plafonné. Sur les assureurs. Mais il faut faire attention, parce que vous savez que vous pouvez transférer, quand on parle des transferts, un PER vers un autre PER aussi. Vous signez avec une banque, votre PER, vous n'êtes pas content de leur gestion, trop de frais, pas assez de conseils, vous voulez passer par un CGP de qualité, comme autour de cette table par exemple, vous pouvez transférer le contrat, moyennant en général 1% de frais grand maximum de la partie bancaire, c'est pas le CGP qui prend ces frais, mais des fois pendant les 5 premières années il peut y avoir des surfrais, donc il faut faire quand même attention et bien regarder. Analyser les frais, voilà. on va en revenir à la fin du podcast. Donc techniquement, mettons, j'ai 40 ans, j'ai commencé à verser mes petites noisettes, 100 euros, 200 euros de mon salaire tous les mois. Oui, donc on peut à la fois faire du versement programmé. Versement programmé, prime unique, versement unique chaque année. On se dit, là j'ai une prime, alors là cette année je peux mettre 1000 euros, cette année je peux mettre un peu plus parce que j'ai gagné plus. On voit les types de psychologie des clients. Celui qui fait ses versements programmés, c'est fait 100 euros, 200 euros tous les mois et il épargne, il sait que ça s'épargne automatiquement. Et il y a le client qui nous appelle le 19 ou 20 décembre. Nous on a déjà eu des 29, 29 décembre cette année. 29 décembre. En vacances au ski, on a des après-midi d'appels et de souscriptions de PER au dernier moment. Passé le 31. Après, il faut faire attention aux assureurs qui 30 midi en général. Il faut qu'ils aient le temps d'enregistrer le contrat. Et donc, on peut faire un bilan de fin d'année en se disant voilà, j'ai reçu telle prime et cette prime, je la mets
sur mon PER. Donc on peut faire les deux, quoi. Exactement. Bien sûr. On peut même mêler les deux. Hein. Ok. On peut faire les deux. Augmenter un petit peu en fonction des primes, de ce qui tombe. Donc là, donc oui, je disais, j'ai 40 ans, j'ai mis au fur et à mesure un peu de versements programmés, parfois des primes quand j'ai eu. Ça y est, j'arrive à 62 ans, j'ai mes 42 annuités. Je suis d'une génération bénite. Voilà. Donc j'ai pas 40 ans, mon exemple est faux, mais bon, mettons, j'arrive à 62 ans. Je vois Novalia Patrimoine. Je ne sais pas s'il faut mieux que je sorte en rente ou en capital. Quelles seront les incidences du choix de sortir en rente au niveau de la fiscalité et du capital? Est-ce que vous pouvez me... Alors, on peut choisir donc la rente ou le capital. On peut également choisir le capital fractionné. Donc, tout dépendra, effectivement, on n'est pas devin, tout dépendra des revenus à la retraite. Dans certains cas, si on n'a pas besoin de capital, si on sent qu'on n'aura pas besoin du capital, on peut choisir la rente. Mais en général, les clients vont plutôt opter pour le capital fractionné. Donc, ce qui revient à une rente, mais où les montants sont décidés et choisis par le client. Et là, tu es fiscalisé à quelle hauteur? Tout dépend de ce que tu choisis comme capital et de ta tranche marginale d'imposition. Donc, le but, c'est d'essayer de jouer avec les tranches marginales d'imposition. Imaginons que tu sois repassé à la tranche à 11%, donc en dessous des 25 000 au moment de la retraite, et qu'il te reste 3 000 € avant d'atteindre la tranche à 30%. À ce moment-là, tu vas racheter à coût de 3 000 € ton contrat. D'accord, parce que pour que les gens réalisent, tu es à 11% encore quand tu es aux alentours de 1 500 € de retraite. C'est ça. Pour une personne seule. Ouais. D'accord. Donc effectivement, tu as une retraite de 1 500 €, tu vas être à 11. Donc là, tu vas être fiscalisé sur 11%. Du coup, effectivement, ton gain, si, mettons, tu as été... c'est rare ce que je veux dire, parce qu'il y a la théorie et la pratique, mais mettons, tu as une profession où tu as gagné beaucoup, une profession libérale où tu as été à 41 en exercice, tu as une retraite très faible, tu passes à 11. Donc effectivement, avoir économisé de l'impôt à 41 versus... un investissement qui t'aura fait gagner 41% de réduction d'impôt, puis qui sera réimposé à 11, là, tu as un vrai gain. Effectivement. Ouais. Un gain, y a un gain important. Après, il y a l'effet inverse aussi qui est hyper rare, mais ça m'est déjà arrivé de croiser des clients qui, au final, a été dans la tranche à 30, et au final, à la retraite, on peut augmenter de tranche aussi. C'est pour les familles nombreuses, notamment. Pour les familles très nombreuses, des fois, vous avez des tranches, vous gagnez très bien votre vie, vous avez une tranche allez, entre 11 et 11 vous perdez 30, les parts. et quand vous perdez les parts des enfants, vous avez une bonne retraite, et là, vous pouvez monter aussi. Donc là, pour le coup, très très mauvaise opération, et ça, c'est à prévoir avant. Prévoir, d'accord. Et tu disais également, le problème du capital était que tu augmentais peut-être ta tranche avec ce revenu supplémentaire, et du coup, Léonard, tu embrayes sur le capital fractionné? Sur le capital fractionné, oui. Qui est la réponse à cette... c'est ça, c'est capital fractionné. Quelles sont les conséquences en fait de sortir un gros capital tout d'un coup? Tu vas avoir du coup tout le capital que tu as mis qui va être à la tranche d'impôt sur le revenu, au barème progressif, et du coup les plus-values qui seront à la flat tax. Donc forcément, si tu étais à 1 500 € par mois, on va dire 20 000 € à l'année, et que d'un coup tu dois débloquer 50 000 €, tu vas dépasser toutes les tranches progressives d'impôt sur le revenu, et tu vas être imposé beaucoup plus fortement si tu sors tout ton capital d'un coup. Et du coup, en fait, simplement, pour simplifier un petit peu, le capital que je vais sortir, ça va être considéré par l'État comme du revenu. C'est ça. Tout à fait. Donc, je gagnais 50 000 € en moyenne par an, je retire 50 000 € de capital, donc l'État va dire, monsieur, vous êtes un contribuable qui gagne 100 000. Ouais. Donc là, vous augmentez. Et est-ce que du coup, je pense à un client qui aurait fait du Pinel avec Novalia Patrimoine et qui n'a plus de réduction d'impôt sur son Pinel, qui garde parce qu'il a envie de loyer comme revenu complémentaire, du coup, là aussi, il va avoir un effet sur cet investissement-là s'il change de tranche. Tout à fait. Oui, étant donné que l'immobilier est imposé du coup à à la tranche marginale d'imposition et Ouais. prélèvements sociaux. Donc tout à fait, s'il y a des revenus fonciers existants et qu'on sort le capital n'importe comment, effectivement, oui, ça peut être ultra fiscalisé. C'est pour ça que la sortie en capital, il faut faire extrêmement attention. Comme on l'a vu, il faut faire des simulations, il faut sortir en capital fractionné. Il faut que les contrats PER aussi, parce que tous les contrats ne se valent pas, permettent une sortie en capital fractionné à l'infini, parce que souvent il y a des restrictions aussi sur le capital fractionné.
Peut-être qu'on peut embrayer sur le choix des contrats, du coup, sur les On frais. va, tout non, ça. non, ouais, on a un petit peu de temps encore, Ouais. mais simplement, du coup, pour bien comprendre cette idée de capital fractionné, moi, c'est pour ça que le PER, ça peut sembler magique quand c'est vendu par certains, mais il y a des vrais freins que peu de vendeurs mettent en avant. Et donc, pour bien comprendre, c'est mon exemple de je gagne 50 000, j'ai un PER quand je prends ma retraite, je gagne 50 000 euros de revenus, j'ai un PER à la retraite dont le capital est arrivé à la hauteur de 50 000, je vais plutôt faire 10 sorties de 5 000, ou on va dire 5 sorties, sinon en disant ça peut être long, mais 5 sorties de 10 000 pour éviter d'avoir une oscillation de ma tranche marginale. Tout à fait. C'est exactement ça, le capital fractionné du coup. Okay. Parce que le contrat, pour préciser, hein, mais je pense que tout le monde l'a compris, mais le contrat ne se déboucle pas à la retraite. Hein. Le contrat continue à vivre avec les placements qui sont dessus. Hein. C'est important de le comprendre. Ouais. Peut-être, petite précision aussi, vous avez le droit d'ouvrir un PER quand vous êtes déjà retraité aussi. Hein. C'est possible et c'est légal. Il n'y a aucun frein. Tu as toujours la réduction d'impôt ? Toujours la réduction d'impôt. Et par exemple, j'ai plus de 70 ans. J'ai plus de 70 ans, donc de toute façon j'ai une somme d'argent. Si je le place sur l'assurance vie, l'abattement en termes de fiscalité sur l'héritage est très faible. 30 000 et quelques euros à se partager entre bénéficiaires, donc rien à voir avant les versements avant 70 ans. Je peux opter pour le PER avec le même abattement sur le PER, mais par contre j'ai ma réduction d'impôt. Donc le PER n'est pas obligé de se déboucler jusqu'à mon décès. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. Pour préciser, effectivement, il y a un avantage, il faut distinguer en fait les PER bancaires et les PER assurantiels. Exactement. Donc là aussi, on va être... le PER bancaire a parfois moins de frais, mais on va dans 1 ou 2 minutes parler de qu'est-ce que je mets dans mon PER, et souvent on s'aperçoit qu'on a moins de possibilités d'investissement dans les PER bancaires qu'on en a beaucoup plus dans l'assurantiel. Et surtout le PER à assurance a cet avantage que si le souscripteur décède avant ses 70 ans, l'argent revient aux bénéficiaires avec une exonération d'impôt sur les droits de succession de 152 500 par bénéficiaire. Donc là, on a un véritable aussi avantage successoral qu'on retrouve également dans l'assurance vie. C'est ça, le PER. C'est ça, le PER bancaire, juridiquement c'est un compte titre, et le PER assurantiel, ça se rapproche de l'assurance vie. Alors quand on dit PER bancaire, juste pour une petite précision, c'est pas forcément les PER qu'on retrouve en banque, hein, parce qu'en banque, ils ont des assureurs. En réalité, il y a très peu de PER bancaires qui existent. Hein. Oui, un banquier peut vendre un PER assurance. En général, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. En général, de sa filiale compagnie d'assurance. Bien sûr, évidemment. Tu veux rajouter quelque chose, Maxime ? Non, c'est bon. On peut passer au... Maxime. Léonard, ouais. Faut préciser qu'il est... On enregistre à 10h du matin, le lendemain d'une petite victoire du Paris Saint-Germain où j'ai fêté ça. Ah d'accord. Voilà, je me suis couché un peu tard. Belle victoire. Hein, voilà, d'où la voix qui peut. Et c'est vrai que je peux. Voilà. Donc oui, Léonard. Les PER, il y a moult possibilités de souscription en ligne via des CGP, via sa banque. Comment on sélectionne et est-ce que tous les contrats se valent ? Écoute, non, tous les contrats ne se valent pas. Le type de sélection, si on est assez à l'aise avec la fiscalité, qu'on est assez indépendant, qu'on peut justement trouver toutes ces petites notions là qu'on vient d'expliquer, notamment en regardant tes vidéos ou des choses comme ça, là d'accord, on peut essayer de souscrire un PER en ligne si on est conscient de tous les avantages et les inconvénients. Si on est un client avisé. Exactement. Alors après, si on n'est pas conscient de tout ça et qu'on n'a pas le temps, débutant, voilà, et qu'on n'a pas le temps, on va aller soit se diriger vers sa banque, soit vers un conseiller indépendant. Le mieux, c'est de se diriger vers sa banque, demander l'allocation et de voir ce qu'un conseiller indépendant est capable de proposer. Pour se rendre compte, du coup, que la banque est limitée au fonds de la banque, en général. Hein, on a les fonds bancaires dans les PER. Au fonds d'investissement. Au fonds d'investissement
qu'il y a dans les PER que le conseil bancaire peut proposer, alors qu'un conseiller indépendant va pouvoir mettre plusieurs fonds de plusieurs sociétés de gestion et aura un univers d'investissement beaucoup plus large. D'accord. Il y a plusieurs caractéristiques à analyser quand on cherche un PER. Donc évidemment, tu as les frais, mais tu n'as pas que les frais. Tu as aussi l'univers d'investissement. C'est ce que disait très justement Léonard. C'est qu'en banque, c'est comme une assurance vie, tu vas être concentré sur grand maximum 100 fonds et sur des PER qui sont des PER qui peuvent être distribués par des courtiers, par des gestionnaires de patrimoine ou même sur des contrats internet. Tu peux avoir jusqu'à 2000, 3000 fonds. Alors ça paraît beaucoup comme ça, on se dit pour quel intérêt d'avoir 3000 fonds alors que sur les 60 de toute façon c'est les mêmes thématiques qui sont exploitées. Alors pas vraiment, parce que sur une même catégorie, par exemple je prends la catégorie small et mid caps en France. D'accord, qui sont des actions. Une petite moyenne entreprise française, c'est une catégorie comme ça, mais c'est pareil partout. Le meilleur fonds d'investissement, là sur les 5 dernières années, fait 130%, et le moins bon fonds d'investissement fait moins 20%. Donc sur une même catégorie, on peut avoir un différentiel énorme suivant les gestionnaires, suivant les fonds, suivant les frais qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc ce qui est important, c'est de faire son allocation d'actifs comme un contrat d'assurance vie, donc soit tout seul si on est vraiment expert, soit avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et dans l'allocation de thématiques, de sectorielles que le conseiller fait, de choisir les meilleurs fonds. Et pour ça, il faut avoir le plus de choix possible, évidemment. Donc l'univers est important. Et ces fonds, en fait, pour faire un peu de sémantique, c'est ce qu'on va retrouver sous l'appellation de unité de compte. Voilà, unité de compte, où vous avez des fonds immobiliers, des fonds actions. On peut mettre les fameuses SCPI à l'intérieur. Des SCPI à l'intérieur. Des SCI aussi. Des SCI. Private equity. Private equity, donc ça va être des sociétés non cotées en bourse qui vont avoir tendance à avoir beaucoup de risques, mais une rémunération un peu plus importante. Et l'idée, c'est comme à l'instar, on va faire un contrat d'assurance vie, on va faire un épisode sur le contrat d'assurance vie, et j'aimerais bien avec nos amis de Primonial, je sais que vous êtes partenaire, vous pouvez parler de ce sujet, c'est compliqué à les avoir, mais on va batailler pour les avoir. Puisque eux, effectivement, ils sont assez innovants sur leurs possibilités dans leur contrat. Et donc, tu fais ce qu'on appelle une allocation d'actifs, c'est-à-dire en fonction du profil de risque du client, tu vas avoir une allocation, donc des fonds, une sélection d'investissements qui va être plus ou moins risquée. C'est ça, en fait le PER c'est une enveloppe, mais c'est la réduction d'impôt, la préparation en retraite évidemment. Mais qu'est-ce que je mets dedans ? Ça peut être un rendement, ça peut être un outil successoral comme on l'a vu. C'est comme un contrat d'assurance vie, ça peut être énormément de choses, c'est pas simplement de la préparation à la retraite. D'accord. Sur les fonds, il y a possibilité de mettre ce qu'on appelle le fonds en euros. Sur les contrats d'assurance, oui, on peut mettre du fonds en euros. PER assurance. Les PER assurance, on peut mettre du fonds en euros. T'expliques un petit peu le fonds en euros ? Le fonds euro. Avantages, inconvénients. C'est bon. Tout le monde le connaît un petit peu maintenant. En gros, c'est le fonds à capital garanti que vous pouvez retrouver dans les assurances vie et dans les PER du coup. Le capital est garanti, donc on ne peut pas perdre de l'argent dessus. La contrepartie, c'est que c'est des obligations, en général des obligations d'État, qui sont des fois mêlées avec des petits boosts, mais globalement, ça rapporte 1%, 1,5% par an, donc ça rapporte pas grand-chose. Quand on a un livret à 1% maintenant, on se dit que quel est l'intérêt, mais ça peut être intéressant quand vous utilisez ça comme un fonds de trésorerie, quand vous dépassez un certain âge aussi pour avoir des contrats qui sont dérisqués, mais maintenant on peut plus du tout, ça n'a plus aucun intérêt d'être à 100% en fonds euros sur les contrats. D'accord. Et effectivement, donc là, ce que tu nous décris un petit peu, c'est de la gestion libre, où soit un individu qui se dit avisé, un épargnant, va sélectionner dans son contrat ce qu'il veut, notamment en ligne, ou il peut avoir l'aide d'un conseiller dont c'est le métier. Et il y a aussi ce qui est la gestion horizon,
Ouais, tout à En fait. fonction. La gestion par défaut. Ouais. C'est la gestion par défaut d'ailleurs du PER, donc gestion à horizon ou gestion pilotée, comme on veut l'appeler. Donc le principe, c'est tout simplement que le client est investi et géré par la société de gestion elle-même, mais va être désensibilisé en réalité au fur et à mesure du temps quand il va s'approcher de sa retraite. Donc on va directement donner un âge prévisionnel de départ à la retraite. Imaginons 67 ans. Dès l'âge de 47 ans, on va commencer à réduire progressivement, donc 20 ans avant, jusqu'à arriver presque à une allocation 5 ans avant la retraite, 100% sécurisée, pour éviter d'avoir un krach de marché, comme ce qu'on a pu voir en 2008, 2 ans avant sa retraite par exemple. D'accord. Exactement, en fonction de profil de risque. Du coup, en général, il y a 3 profils, le prudent, équilibré et dynamique. Mais là, pour le coup, c'est la même gestion pour tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la même compagnie d'assurance ont la même gestion suivant leur profil. Que j'ai 28 ans ou 58. En fonction de l'horizon, donc ça diminue en fonction de l'âge. Mais oui, là oui, mais dans une... Mais sinon, la gestion est la même pour tout le monde. Et que j'achète ma résidence principale dans un an ou pas. Alors qu'un conseiller en gestion de patrimoine, vous allez l'appeler, vous allez dire bon là je projette d'acheter ma résidence principale, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va sécuriser les fonds pour pas avoir un creux de marché juste avant la résidence principale, vous voyez, par exemple. Ouais, donc ça effectivement. Tout à fait. On parle un petit peu des frais qu'on va retrouver dans ce produit pour être totalement transparent et pour damer le pion à tous les gens qui disent que les conseillers en gestion de patrimoine dans certains podcasts sont peu transparents et évitent ces sujets-là, donc on va... C'est pas vrai. Ah ouais, non, mais nous on est totalement transparents. Donc quels sont les frais sur ce genre de produit? Ouais, j'entame. Alors donc il y a plusieurs strates de frais sur ce type de produit. Vous avez éventuellement les frais d'entrée. Donc les frais d'entrée, c'est les frais que je mets directement, que je prends à l'entrée du contrat, qui peuvent aller de 0% pour certains contrats à jusqu'à 5% pour certains contrats. 5% c'est beaucoup, je pense que tout le monde peut concevoir. Et du coup, ça, à la limite, c'est à la bonne volonté du courtier qui propose le contrat, quoi. Voilà, ça c'est la rémunération du courtier, malgré le fait qu'il y ait des fois un incompressible de la part de l'assureur, qui est quand même à prendre en compte. Le courtier n'a pas 100% de ses frais d'entrée. Après, vous avez les frais de gestion. Ça, c'est les frais de gestion annuels du contrat. Comme sur un contrat d'assurance vie ou en banque, c'est pareil. Chaque année, vous avez un pourcentage de frais qui va en général de 0,5 à 1,20% par an, voire un peu plus sur certains contrats. Donc ça, c'est les frais que je paie tant que j'ai mon argent sous gestion. Exactement. Ça, c'est les frais récurrents. Les frais de sortie, il n'y en a pas. Vraiment, faut le faire pour trouver un contrat avec des frais de sortie, ça n'existe plus. À l'intérieur, par contre, des fonds, des fameuses unités de compte qu'on a vues, vous avez des frais. Et ces frais-là, c'est des frais de gestion. Ces frais sont variables suivant les fonds. C'est pour ça que c'est important d'être sur un univers de placement large, parce qu'il y a des fonds de placement, même de grosses banques, qui prennent 3% de frais par an, 4% de frais par an, et il y a d'autres fonds qui en prennent 1. Vous voyez la différence. Donc là, forcément, on cumule les frais. Tout à fait. Ce qui est important aussi de rappeler quand même, c'est que dans notre profession, on est très réglementé, et on est notamment tenu aussi de donner les documents d'information clés de chaque fonds qui est présent dans les allocations qu'on donne. Et sur ces justement documents d'information clés, il y a le détail des frais pour chaque fonds. Donc les clients sont avertis oralement et ont également aussi ces frais-là sous les yeux. D'accord. Et donc tu disais pas de frais de sortie. Pas de frais de sortie. Si je verse tous les mois, est-ce que sur mes 100 € que je verse, j'ai des frais? Il peut avoir des frais, il peut avoir les frais d'entrée. C'est les frais d'entrée du contrat en général peuvent être appliqués à l'entrée du capital de base, à l'ouverture ou à l'ouverture. Et en général, c'est les mêmes frais pendant toute la durée, la durée du contrat. Bon, après, tout dépend de la somme versée, tout dépend du courtier, tout dépend du contrat également. Bon, le but, c'est pas non plus de regarder que les frais, parce qu'il y a des contrats internet où vous avez zéro frais. Mais zéro service. Il y a zéro conseil, zéro service. Effectivement, on est une profession, comme disait Léonard, extrêmement réglementée. Je pense que beaucoup en tout cas de CIF sont sérieux sur les frais et sont transparents. Je connais peu de CIF qui sont pas sérieux et transparents sur les frais.
C'est vrai qu'il faut aussi qu'on gagne notre vie. Sur un contrat à 10 000 euros, je pense pas de trahir de secret que en général on est rémunéré 0,5% par an du contrat, parce que le reste ça part à l'assureur. On fait le calcul, c'est avec le ça fait tout le 500 euros brut. Voilà. Oui. Avec tout le conseil qu'on donne, c'est... Donc en fait, pour résumer, tes frais d'entrée rémunèrent un petit peu le conseil, l'explication du produit, la sélection des fonds, le temps passé, voilà. Et peut-être en plus avec des questions annexes qu'a le client, notamment sur les régimes matrimoniaux, de qu'est-ce qui se passe si je suis en séparation de biens et que j'ai un PER et que je décède, voilà tout ça. Et les frais de gestion, la rétrocession sur frais de gestion rémunère le temps que vous passez à gérer les actifs, les fonds à l'intérieur du contrat, tout au long de la vie du contrat. C'est ça. Et quand on est un particulier, pour choisir, forcément, si c'est quelqu'un, on le redit, mais de très averti, qui connaît ça par cœur, dans ce cas-là, peut-être se diriger vers un contrat internet, sans conseil, mais du coup sans frais, mais ils n'ont pas besoin de nous, à la rigueur. Par contre, à partir du moment où il peut y avoir des questions, on ne maîtrise pas le sujet, vraiment passer par un professionnel, donc soit par la banque, avec les avantages et les inconvénients du banquier, soit avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un bon courtier, parce qu'il y a des bons courtiers aussi qui existent encore. Un agent général voilà, un bon agent général. Et vraiment comme ça, on pourra lui poser toutes les questions, que ce soit sur des produits comme ça, qui sont, mine de rien, assez complexes, parce que là, on n'est même pas rentré dans le détail profond du PER. Donc, il y a énormément de cas de figure, comme on a pu le constater aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est un conseil, c'est de se faire accompagner pour pas faire n'importe quoi et dépasser les plafonds et tout ce qu'on a pu voir. Dernière question, pour résumer un petit peu. Lors de l'épisode, et je vous invite à regarder l'épisode sur le Pinel, on parlait de plafond de niche fiscale de 10 000 euros, c'est-à-dire que votre investissement Pinel, vos dons aux associations, votre femme de ménage, la nounou pour les enfants, tout ça ne peuvent pas vous occasionner plus de 10 000 euros de réduction d'impôt. Est-ce que les versements du coup sur un PER rentrent dans ces plafonds de niche fiscale? Écoute, Johan, non, il ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Parce que c'est de la déduction d'impôt, encore une fois. Donc on peut cumuler les deux. Vous pouvez cumuler les deux, mais il faut faire attention aussi. Par contre, à une chose, c'est que si vous déduisez du coup beaucoup d'impôts, vous pouvez aussi réduire votre impôt, forcément. Alors, je prends un exemple rapide. Vous avez 5 000 euros de réduction d'impôt Pinel. Avec le PER, vous réduisez votre revenu imposable, et vous pouvez peut-être réduire votre impôt aussi. Si vous tombez en dessous des 5 000 euros de réduction d'impôt Pinel, vous perdez la différence. Donc c'est le Pinel qui va en pâtir. D'accord, mais là concrètement, j'ai 15 000 euros d'impôt. Sans ça, j'étais déçu parce que je ne pouvais pas aller au-delà des 10 000 euros parce que j'ai fait mon Pinel, j'ai fait toute ma réduction d'impôt. Là, je peux limite sur 15 000 euros d'impôt être non imposable si j'ai la possibilité dans la quatrième feuillet de ma déclaration d'impôt, si j'ai assez de disponible fiscal et ainsi de suite, pour investir sur le PER pour ne pas être imposé. Tout à fait. Exactement. Voilà. De façon assez simple en réalité. On précise quand même que réduire son impôt, ça fait faire souvent de belles conneries. Donc ce n'est pas une stratégie patrimoniale ce que je suis en train de dire, c'est simplement voir s'il y a un but et une approche globale et un intérêt véritablement à jouer de cette stratégie-là. Donc on va peut-être pas saouler les auditeurs à prêcher pour notre paroisse, mais soyez accompagnés, ça c'est important. On a fait le tour, vous avez des choses à rajouter ? Je pense on a plutôt fait le tour là. Balayé, Bon, après on peut toujours rentrer dans des complexités. Enfin tu sais, il y a pas mal de choses à dire sur le PER, mais bon, je pense que c'est pas le but de la vidéo non plus. Ok. Un produit flexible qui répond à plusieurs problématiques. Donc produit qui est quand même globalement intéressant, très intéressant même. Ouais. S'il est bien utilisé, si vous êtes bien conseillé, c'est un produit qui peut être assez puissant et intéressant. Ok. Et peu contraignant. Ouais. Au final, peu contraignant par rapport à un investissement immobilier quand même, où on s'endette, etc. Où il y a de l'endettement et voilà.
Du coup, on peut retrouver Novalia Patrimoine sur les réseaux. Vous voulez... Alors, nous, on n'est pas hyper réseaux sociaux, mais on peut nous retrouver sur Internet. Vous êtes des jeunes millénials Bah, complètement boomers. on est né juste avant Internet, hein, donc D'accord. on est un peu entre les deux. Non, Mais, mais sinon sur notre site déjà novaliapatrimoine.fr et Voilà. puis également sur LinkedIn aussi, Maxime Lartigot, Léonard Fontaine, et on a aussi la page Novalia Patrimoine. Ok, super. Les rendez-vous sont... Enfin, on fait des bilans patrimoniaux de façon gratuite, hein, Ok. comme toi, j'imagine. Comme MP Gestion, exactement. Voilà, comme vous MP pouvez Gestion, nous mais- mettre en concurrence. Voilà, pas trop Voilà. quand même, parce qu'on est de la même qualité. Hein, donc, Voilà. Non, mais oui, et surtout qu'on n'aime pas trop travailler pour rien aussi. Ouais, Oui. c'est ça aussi. Faut le dire, mais bon, c'est de bonne guerre et voilà. C'est le Et- Mais la concurrence avec les banques, on apprécie beaucoup. Il n'y a pas de, Oui, y a oui, pas de sujet c'est- là-dessus. Hein. Voilà. Ok. Quant à moi, vous pouvez me retrouver bien évidemment sur LinkedIn, Johan Tortig. Vous pouvez aller sur le site de MP Gestion Privée. Et surtout, comme Maxime en début d'interview m'a traité de youtubeur, mais je le prends bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mais surtout sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et autres. Comme ça, vous allez avoir les épisodes en temps et en heure. Donc, comme vous l'avez compris, cet épisode était le premier volet sur la défiscalisation financière, donc avec le PER qui est un outil, et on va en voir plein d'autres. Donc, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.